Merci à toi, Monkey, de nous rejoindre. Donc, les fabriques, c'est des temps d'échange qu'on essaye d'organiser au sein de la fabrique by ICA, qui est un startup studio, et qu'on partage le plus largement possible. On va parler aujourd'hui paiement pour revenir et avoir un panorama avec un peu de recul avec toi qui est un acteur clé. En introduction, ce qui m'étonne toujours au niveau des paiements, c'est la vitesse avec laquelle pendant 10 ans ça a évolué avec 3 chocs. Choc réglementaire, choc du e-commerce et puis choc avec le téléphone. Et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir, c'est que tu as participé aux 3 et tu pourras nous raconter comment. X Télécom, donc très marqué par les télécoms, tu as évolué dans cet univers-là avec Orange. Tu as participé à l'internationalisation du paiement en Afrique, aux États-Unis, jusqu'à un moment, elle est vraiment dans l'innovation par les paiements, qui est la banque as a service, où tu as monté Ditto, banque as a service montée en 2018. Alors le projet n'est pas allé à terme, mais indépendamment du projet lui-même, plutôt lié à des difficultés d'un actionnaire qui était dans un secteur très pénalisé aujourd'hui. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu fais, peut-être plus spécifiquement, pour accompagner aujourd'hui des entreprises qui ont besoin de ton expérience. Merci beaucoup, Laurent, et je suis vraiment ravi de cette opportunité de dialoguer avec vous tous. Merci pour cette présentation. Et donc, effectivement, depuis la fin de l'aventure Ditto, donc la fin a eu lieu à l'été dernier, je me suis mis comme consultant freelance. Et actuellement, j'accompagne à la fois des entreprises de technologie, alors plutôt en phase de scale-up, et puis des fonds d'investissement. Donc, je fais du conseil en stratégie, en management organisation, en M&A, et puis aussi en business développement. Alors, je disais choc depuis 10 ans. Je pense que c'est intéressant entre des petits paiements, des gros paiements, du e-commerce, des usages qu'on peut avoir personnellement, de prendre un pas de recul et justement de regarder où on en est aujourd'hui dans ce monde des paiements. Et je te laisse peut-être nous présenter un peu ce panorama avec précision. Oui, absolument. Merci, Laurent. Alors, donc j'ai effectivement préparé quelques slides, mais je voudrais tous vous encourager à ne pas hésiter à m'interrompre, à me poser des questions au fur et à mesure, puisque nous avons la chance d'être ensemble pendant 1h30, ce qui nous laisse amplement le temps d'avoir un dialogue interactif. Voilà, donc j'ai préparé quelques slides pour passer en revue l'essentiel du paiement, hein, puisque c'est un domaine très vaste et qui continue d'évoluer de manière très rapide. Alexandre, est-ce que tu voudrais bien passer à la slide d'après? Alors, juste tout petit premier rappel, on a pour les particuliers 5 moyens de paiement. Donc, on a les espèces, hein, qui sont les pièces et les billets. Et donc, je voudrais vous rappeler que les espèces sont le seul moyen de paiement qui ont ce qu'on appelle cours légal, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commerçant qui a le droit de refuser le paiement par espèce. Tous les autres moyens de paiement, le commerçant, il a le choix. Il peut décider de ne pas utiliser les chèques, de ne pas utiliser les cartes, etc. Le seul qui n'a pas le droit de refuser, ce sont les espèces. Et puis après, donc, nous avons 4 grands types de paiement. Alors, donc, le paiement chèque, qui reste encore assez important en France. Et puis, les 3 grands types de paiement électroniques, qui sont les cartes, les virements et les prélèvements. Donc ça, c'est vraiment les moyens de paiement qui sont disponibles pour les particuliers. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, sachant que pour les personnes morales, il y a quelques autres moyens de paiement un peu plus spécifiques, comme par exemple les lettres de change. Alexandre, est-ce que tu veux bien passer au prochain slide? Alors, ce slide, en fait, il est là pour nous donner une vision un petit peu globale en France, comment se répartissent les différents paiements. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel des paiements qui sont faits par les particuliers, donc 56%, sont faits à travers les cartes. Donc, c'est vraiment en termes de volume, le moyen de paiement qui est le plus utilisé. Donc, il y a 27 milliards de paiements par an. Donc, ça, c'est les chiffres officiels, hein, d'une étude de la Banque de France. Donc, il y a 27 milliards de paiements qui sont faits par an. Il y en a à peu près donc 12 milliards qui sont faits par les cartes. Et vous voyez que les prélèvements et les prélèvements et les virements, il y en a à peu près la même quantité, c'est-à-dire à peu près 4 milliards par an. Par contre, en termes de valeur, le paiement moyen pour la carte est inférieur à 50 €. Il est de l'ordre de 42 €. Voilà. Mais retenez à peu près 50 €. Et par contre, le paiement moyen pour un virement est quand même beaucoup plus élevé,
puisque, évidemment, les virements sont aujourd'hui utilisés pour, par exemple, des paiements de loyer, voilà, pour des paiements entre les entreprises. Voilà. Donc, en général, le montant est beaucoup plus élevé, et ce qui fait que la carte, même si les volumes sont très élevés, en fait, en termes de valeur, la carte est relativement faible. Et je crois que le paiement sans contact a un peu boosté encore les usages, qui montrent que la carte, c'est encore l'avenir. Oui, tout à fait. Et alors, en fait, c'est là où on voit aussi que la récente augmentation du plafond du paiement carte sans contact, qui est aujourd'hui passé à 50 euros, eh bien ça, en fait, ça permet de traiter quasiment, pas la totalité des paiements cartes, mais quand même la très grande majorité des paiements cartes. Sachant que dans certains pays, on est même monté jusqu'à l'équivalent de 100 euros. Je te propose de zoomer un peu sur la carte, Oui. compte tenu de sa place centrale. Alexandre. Alors, cette petite slide a vocation, j'espère, un petit peu humoristique. Si vous avez 3 choses à retenir de la présentation aujourd'hui, j'aimerais bien que vous reteniez ces 3 choses. D'abord, on utilise le terme carte bleue un petit peu à tout va. Je vais vous expliquer, en fait, carte bleue, ça n'existe plus. Voilà. Donc, c'est une survivance du passé, mais il n'y a en fait plus de carte bleue en France. L'autre sujet aussi, c'est qu'on parle souvent des cartes de crédit. Alors ça, c'est vraiment l'influence de la culture américaine, parce qu'effectivement, les cartes de crédit aux États-Unis sont omniprésentes, mais en France, la plupart des cartes ne sont pas des cartes de crédit. Donc, on dit tout le temps, on va payer par carte de crédit, mais en fait, on ne paye pas par des cartes de crédit. Voilà, donc ces deux termes, sachez que ces deux termes, carte bleue et carte de crédit, en général, en fait, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on fait. Après, je voudrais vous parler d'un sujet qui est, donc beaucoup des cartes aujourd'hui qui sont commercialisées par les banques sont soit à débit immédiat ou à débit différé. Eh bien, écoutez, sachez que le débit différé, c'est en fait une spécificité française. Ça n'existe pas dans la plupart des autres pays. Et puis enfin, dernier sujet, il y a souvent une très forte confusion entre ces 3 grands acteurs qui sont Visa, Mastercard, American Express. Il y a une confusion tellement importante que souvent, on a l'impression que c'est la même entreprise, que c'est la même chose. Ben, en fait, ce n'est pas vraiment la même chose. Et donc, on va voir ces sujets dans le reste de la présentation. Voilà. Donc, trois questions. Voilà. Carte bleue, carte de crédit, c'est en général pas les bons termes. Le débit différé, c'est très franco-français. Visa, Mastercard, American Express, c'est pas la même chose. Il y avait une question sur qu'est-ce que c'est que la carte bleue. Je crois que c'était le GIE des banques pour gérer l'univers de la carte. Alors, d'où effectivement, donc pourquoi on parle aujourd'hui autant de la carte bleue? Parce que en fait, historiquement, donc les paiements cartes ont été introduits par certaines banques. Alors, en l'occurrence, plutôt les grandes banques parisiennes, donc anciennement Société Générale, BNP et anciennement Crédit Lyonnais, qui s'étaient mises ensemble pour commercialiser la carte. Et effectivement, la carte s'appelait la carte bleue. À côté, les banques mutualistes, dont le Crédit Agricole, et un certain nombre d'autres établissements, en fait, avaient lancé un système concurrent. Et en fait, dans les années 80, ces 2 systèmes ont fusionné. Et ce qui s'est passé, c'est que le logo qui était utilisé par carte bleue a été repris par l'entité fusionnée. Et l'entité fusionnée, c'est le GIE carte bancaire. Alors, on a eu de la chance, en fait, c'est les mêmes initiales. Mais l'ancien logo de carte bleue a été donc transféré au GIE carte bancaire. Et ce logo, maintenant, il veut dire carte bancaire. Et ensuite, carte bleue a continué à être utilisée pendant un certain temps. Et carte bleue, en fait, c'était l'agent commercial de Visa en France. Et ensuite, Visa est rentré en bourse. Ensuite, Visa a racheté Europe. Et carte bleue, donc, a disparu. Mais dans l'inconscient collectif, ça reste toujours carte bleue. Et en effet, comme le logo a été repris par carte bancaire,
la plupart des gens continuent à parler de carte bleue, alors même que carte bleue, ça n'existe plus. Et dans le petit monde, donc je continue, excusez-moi, mes petites anecdotes de monéticien, mais dans le petit monde de la monétique, on avait coutume de parler des banques bleues. Donc les banques bleues, c'est les banques qui étaient à l'origine de cartes bleues. Et puis les banques vertes. Les banques vertes, alors ce n'est pas juste le Crédit Agricole, c'est aussi le Crédit Mutuel. Donc c'était les banques qui poussaient le système concurrent. Donc les banques bleues, traditionnellement, sont des banques plus Visa. Et les banques vertes, traditionnellement, sont plus Mastercard. Et ça reste aujourd'hui encore le cas. Hein. C'est-à-dire que la plupart des cartes à la Société Générale, c'est encore des Visa. La plupart des cartes aujourd'hui au Crédit Agricole, c'est encore du Mastercard. Merci Marie pour ta question. J'espère que ça répond à la question. On peut peut-être zoomer sur derrière la simplicité de la carte, tout l'écosystème que ça implique. Oui. Différents acteurs. Alors, donc la carte bancaire, elle fonctionne suivant un schéma que les monéticiens appellent le schéma à 4 coins. Alors, pourquoi 4 coins? Parce qu'il y a 4 grands acteurs. Il y a d'un côté le consommateur, donc ça c'est en bas à droite. Et dans le monde de la carte, on appelle ça un porteur. Pourquoi un porteur? Parce qu'il porte la carte. En anglais, c'est card holder. C'est celui qui tient la carte. Donc, c'est le consommateur. Le consommateur, en fait, il obtient sa carte auprès de sa banque. Et la banque qui fournit une carte à un consommateur, elle a le rôle dit de banque émetteur. De l'autre côté, quand un consommateur vient chez un commerçant pour faire un paiement, eh bien, le commerçant, en fait, il a un terminal de paiement et il a une banque qui lui gère ses transactions. Alors, cette banque qui gère les transactions du commerçant, elle s'appelle la banque acquéreur. Donc, c'est ça le schéma à 4 coins. C'est donc le commerçant qui est géré par la banque acquéreur, le porteur qui est géré par la banque émetteur, et puis au milieu, il y a un système technique, mais plus qu'un système technique, en fait, il y a un certain nombre de règles de fonctionnement qui interconnectent toutes les banques émetteurs et toutes les banques acquéreurs. Et c'est ça qu'on appelle les réseaux de paiement ou les schémas de paiement. Et après, donc, on va en parler, mais il y a donc des schémas qui sont nationaux. Donc ça, c'est le cas du GIE carte bancaire. Et puis, il y a des schémas internationaux qui sont donc Visa, Mastercard. Et vous voyez en fait le petit logo, la CB. Voilà, ça, c'est l'ancien logo de Carte Bleue, qui a donc été repris par le schéma national carte bancaire. Alexandre, prochaine slide, s'il te plaît. Alors, sur ce slide, je voudrais vous raconter qu'il y a 4 grands types de cartes. Il y a ce qu'on appelle la carte de débit. Donc, la carte de débit, c'est celle qu'en France, on appelle la carte de débit immédiat. C'est-à-dire que c'est une carte de paiement qui est associée à un compte bancaire. Et dès que vous faites un paiement, eh bien, en fait, ce paiement, il est débité immédiatement de votre compte bancaire. Donc ça, c'est la carte de débit. Alors nous, en France, on a inventé un truc spécial qui est le débit différé. Mais sachez que, par exemple, si vous alliez aux États-Unis et que vous alliez voir une banque et que vous disiez, ben voilà, la carte que vous me passez, est-ce que vous pouvez me faire un débit en fin de mois? La banque, elle vous dirait, ben non, c'est une carte de débit. Donc, débit, c'est débit immédiat. Il n'y a pas d'option de débit différé dans une banque américaine. L'option débit différé, c'est en fait une option d'une carte de crédit. Donc, je viens à la carte de crédit. La carte de crédit, elle n'est pas assise sur un compte bancaire, mais elle est assise sur une ligne de crédit. C'est-à-dire que la carte de crédit, elle vous permet d'utiliser, de tirer sur une ligne de crédit que la banque vous fait. Et d'ailleurs, en fait, quand vous arrivez aux États-Unis, vous ouvrez votre compte dans une banque, la banque va vous donner une carte de débit, et séparément, vous allez souscrire, alors soit auprès de la banque, soit auprès d'un autre acteur, une carte de crédit, ou en général plusieurs cartes de crédit. Et à chacune de ces cartes de crédit, vous allez avoir ce qu'on appelle le credit line, c'est-à-dire une ligne de crédit, c'est-à-dire un montant maximal de dépenses. Ce que nous, en fait, on a transformé en France comme les plafonds.
Et aux États-Unis, je crois que c'est très important d'avoir un bon credit score parce que ça a beaucoup d'importance. Et donc, quelqu'un qui s'installe aux États-Unis, justement, va devoir attendre un peu de temps pour pouvoir accéder à ce sésame qui est utile au-delà du paiement. Absolument. Et donc, effectivement, une banque, avant de vous accorder une carte de crédit, elle va vérifier votre score de crédit, c'est-à-dire en fait un score qui est calculé sur l'historique de vos transactions. Alors donc, il y a trois, ce qu'on appelle agences de credit scoring, qui récupèrent l'ensemble de vos transactions. Et quand vous arrivez, c'est très difficile parce qu'en fait, vous n'avez pas d'historique. Vous êtes ce qu'on appelle un thin file, c'est-à-dire un dossier maigre. Littéralement, c'est ça la traduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations sur vous. Donc, du coup, vous n'avez pas de crédit score. Et comme vous n'avez pas de crédit score, la plupart des banques ne vont pas vous donner une carte de crédit. Donc, il va effectivement falloir, en général, attendre un petit peu de temps pour qu'on ait fait des transactions, etc., pour que les informations alimentent le crédit score. Et à ce moment-là, vous pourrez récupérer une carte de crédit. Et on ne le sait pas en France, mais beaucoup de fintech sont nés aux États-Unis, justement, d'avoir travaillé comment améliorer ce credit score, qui est un vrai secteur de la fintech qu'on ne connaît pas en France. Qu'on ne connaît pas en France, oui, tout à fait. Donc, troisième type de carte, ce sont les cartes prépayées. Alors, les cartes prépayées, c'était normalement des cartes qui étaient rechargées, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de compte spécial qui est assis sur la carte, enfin, qui est lié intimement à la carte et qu'on recharge. Et en fait, quand vous regardez la plupart des offres des néobanques aujourd'hui, en réalité, ce sont des cartes prépayées. Ce ne sont pas des vrais comptes bancaires avec des cartes de débit. En l'occurrence, c'est plutôt des cartes prépayées. Donc, c'est comme ça que le compte Nickel a commencé, c'est comme ça que N26 a commencé, c'est comme ça que Revolut a commencé. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, les comptes, entre guillemets, ont été enrichis, sont devenus des comptes courants, et la carte prépayée est passée en statut de carte de débit. J'en parle parce que les règles de fonctionnement en fait, de ces trois types de cartes sont différents, à la fois pour les banques émetteurs, c'est-à-dire que les banques émetteurs ont leurs propres règles de gestion, mais également dans les réseaux de paiement. Voilà, les réseaux imposent un certain nombre de règles, et donc les cartes prépayées, par exemple, ont des règles un petit peu plus souples que les cartes de débit et encore un peu plus souples que les cartes de crédit. C'est assez fou quand même de se dire qu'une carte prépayée juste avec une application, c'était la base de la néobanque il y a à peine 4 ans. Absolument. Parce que c'était aussi le produit le plus simple à déployer dans un premier temps. Et puis après, donc, dernier type de carte, ce sont les cartes business. Donc, ce sont les cartes qui sont utilisées par les entreprises, qui sont donc assises sur des comptes pro ou entreprises. Voilà, donc, ces cartes qui sont faites pour les entreprises, eh bien, en fait, elles ont encore un statut différent. Alexandre ? Alors, ce slide, pour revenir sur ce principe des réseaux. Alors, je crois que c'est un fonctionnement qui marche tellement bien qu'aujourd'hui, le consommateur moyen n'en a pas du tout conscience. Mais je vous invite en fait à sortir de votre portefeuille, si vous avez la possibilité, votre carte, la carte que votre banque vous a passée. Voilà. Donc, excusez-moi, je ne suis pas au Crédit Agricole, mais voilà, j'ai une carte. Ça, c'est la carte blanche. Ah, très bien. Alors, donc, si vous regardez, si on décode un petit peu, hein, donc, par exemple, moi, j'ai cette carte Gold. Okay. Donc, il y a la marque du réseau international, Mastercard. Et alors, donc, c'est soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Et puis après, vous avez le logo CB. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une carte qui est affiliée au réseau national carte bancaire. Et donc, quand je fais une transaction, moi, je suis français, je vais chez un commerçant français, carte bancaire, eh bien, ma transaction va transiter par le réseau national carte bancaire. Par contre, quand je vais aux États-Unis, donc carte bancaire n'est pas aux États-Unis, et que je vais payer chez un commerçant, ce commerçant, il sera affilié Mastercard, et donc, je vais utiliser le réseau Mastercard pour effectuer cette transaction. Et donc, on a aujourd'hui, grosso modo, dans le monde occidental, un duopole
entre deux entreprises. Alors, anciennement, c'était dans les deux cas des GIE de banque, mais dans les deux cas, en fait, elles se sont introduites en bourse. Et donc, aujourd'hui, on a deux entreprises privées qui gèrent ces transactions internationales, mais qui sont aussi, en fait, réseaux nationaux dans un certain nombre de pays. Par exemple, les USA, le Canada et la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet dont on ne s'aperçoit pas, mais en fait, tous ces réseaux sont imbriqués les uns avec les autres. Et en fonction du type de transaction qu'on fait, est-ce que c'est une transaction domestique ou c'est une transaction internationale, on ne va pas transiter par les mêmes réseaux de paiement. Et puis, ce ne sont pas les mêmes règles aussi. Ce ne sera pas aussi les mêmes business models qui seront déployés en fonction de la transaction. Tu peux peut-être nous expliquer les modèles économiques derrière tous ces circuits, comment on gagne de l'argent? Absolument. Alors, dans un réseau de cartes, donc vous vous rappelez qu'il y a deux grands rôles. Il y a l'émetteur d'un côté, l'acquéreur de l'autre. D'accord ? Alors, le business model, en fait, il est assez bien défini, hein, et il a été très stable dans le temps. L'acquéreur, il prélève une commission. Donc, vous vous rappelez que l'acquéreur, c'est lui qui gère la transaction de paiement et qui donc va verser l'argent au commerçant. Ben, en fait, il ne verse pas 100% de l'argent, il verse 100% moins une commission sur le paiement, okay, qui est en général de l'ordre de 1 à 2%. Sur cette commission, en fait, il est obligé d'en payer une partie à deux types d'acteurs. Je parle de l'acquéreur. Hein. Il doit d'abord reverser une partie de cette commission à l'émetteur. Donc, si vous me permettez de revenir dessus, donc je suis un petit commerçant, je suis un boucher. Ma banque acquéreur, c'est le Crédit Agricole. Le porteur, le consommateur qui vient faire un paiement de 100 € chez moi, il utilise une carte Société Générale. Eh bien, le Crédit Agricole, sur la somme qu'il prélève au boucher, il est obligé de reverser une partie à la Société Générale. Ça s'appelle l'interchange. Okay. Et puis, le Crédit Agricole est obligé aussi de payer des frais au réseau qui va permettre de faire transiter la transaction. Donc là, par exemple, comme c'est une transaction nationale, à ce moment-là, le Crédit Agricole va payer des frais au GIE carte bancaire. C'est pour ça que la carte bancaire est payante aujourd'hui. Alors, ça, c'est un choix. Alors, on en parlera tout à l'heure. Il y a plusieurs types de modèles économiques. Voilà. Et donc, Laurent, merci de ta question parce que ça me permet maintenant de parler. Donc vous avez bien compris côté acquéreur. Côté émetteur, donc, quels sont ces trois? Il n'y a que trois sources de revenus. Il a l'interchange, on vient d'en parler. Il y a la cotisation payée par le porteur. Et effectivement, en France, il y a une cotisation qui est assez élevée, et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc, par exemple, aux États-Unis, la carte de débit est gratuite et les cartes de crédit, en général, sont gratuites aussi. Donc là, c'est pareil, c'est un peu une spécificité française qu'il y ait une cotisation porteur. Et puis après, dernier sujet, et je te laisse parler ensuite, Pascal, hein, je termine juste ça. La dernière source de revenus pour l'émetteur, c'est les intérêts si jamais on est face à une carte de crédit. Pascal, je crois que tu as une question. Oui, Monkey, la première question, c'est est-ce que ça existe des cartes de crédit en France? Au sens carte de crédit américaine. Là. Oui, tout à fait. Ça existe. Mais en général, c'est rare, c'est ça? C'est rare. OK. Puis l'autre question, c'est lorsqu'il y a une transaction au niveau national, est-ce que Visa, la corporation Visa, là, cotée en bourse, est-ce qu'elle reçoit quelque chose ou elle fait de l'argent que quand c'est des transactions internationales ou sur des pays où ils ont le contrôle? Alors, pour la France, si tu fais une transaction nationale, Visa ne touche rien. OK. Puis ces systèmes ne sont pas touchés non plus. Pardon? Ces systèmes ne sont pas utilisés non plus. OK.
Merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? La slide d'après va nous permettre d'aborder un petit peu plus dans le détail le business model, qui est effectivement ta question, Laurent, l'interchange. Donc, l'interchange, vous vous rappelez que c'est le prix qui est payé par l'acquéreur systématiquement à l'émetteur sur chacune des transactions. D'accord? Alors, l'interchange, il est fixé par le réseau. Donc, par exemple, l'interchange des transactions domestiques est fixé par le carte bancaire. L'interchange des transactions internationales est fixé par soit le réseau Mastercard, si la transaction passe par Mastercard, soit par le réseau Visa, si ça passe par le réseau Visa. Okay. Alors, c'est que l'interchange, depuis, je pense, des décennies, c'est un sujet extrêmement controversial entre, d'un côté, les banques et, de l'autre côté, les commerçants. Les commerçants, parce que c'est eux qui payent la commission, et donc c'est sur cette commission qu'ensuite est versé l'interchange. En fait, les commerçants, ils disent, attendez, en fait, c'est une entente sur les prix. Puisque, en fait, je suis obligé, quelle que soit la transaction, de verser cet interchange, et que cet interchange, il est fixé par les réseaux, et que jusqu'à encore une période récente, les réseaux, c'était des GIE entre les banques. Ben, en fait, les commerçants, ils disaient, ben, en fait, c'est une entente sur les prix des banques. Voilà. Et donc, depuis très longtemps, ils contestent cet interchange et ils demandent au minimum la baisse, mais en fait, l'idéal, ce qu'ils voudraient, c'est une réduction à 0. Alors, sachez que dans certains pays, l'interchange est effectivement à 0. Alors, il y a eu donc des grosses batailles juridiques en Europe, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, il y a eu des très, très gros procès. Mais suite à tout ce lobbying, etc., il y a un certain nombre de marchés, de pays qui ont en effet réglementé l'interchange. Et par exemple, l'interchange en Europe a été limité. Donc, en général, il était plus élevé. Donc, il a été limité à 0,2% pour les cartes de débit et 0,3% pour les cartes de crédit. Alors, si on regarde la situation aux États-Unis, on va voir tout de suite que la situation est complètement différente là-bas. Donc, là-bas, il y a eu aussi des actions très importantes des commerçants. Et les commerçants ont réussi à faire en sorte d'obtenir une réglementation sur l'interchange, mais uniquement des cartes de débit. Donc, suite en fait à la crise financière de 2008-2009, il y a eu une loi, la loi Durbin, où l'interchange des cartes de débit a été limité à 21 cents par transaction, plus 0,05%. Bon, cette limitation a fait perdre aux banques émetteurs une très grosse partie des revenus de l'interchange. Hein. Ça a diminué l'interchange. Alors, je ne me rappelle plus à quelle proportion, mais vraiment très importante. Par contre, il n'y a toujours pas de réglementation sur l'interchange sur les cartes de crédit. Et donc, vous allez voir, en fait, l'interchange sur les cartes de crédit est beaucoup plus élevé. Il est de l'ordre de 1,5% à 2,4%, suivant les types de cartes. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle des programmes de cashback. C'est-à-dire que sur beaucoup de cartes de crédit, l'émetteur va vous dire je vais vous rembourser jusqu'à 2% de ce que vous payez en cashback en fonction des transactions que vous faites. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place en France sur des commissions beaucoup plus faibles. Bah, c'est quasiment impossible parce que d'abord, nous, on fait des cartes de débit, on ne fait pas des cartes de crédit. Donc, on n'a que 0,2%. Et si vous dites à un consommateur 0,2% de cashback, enfin, c'est une proposition marketing qui a très peu de sens.
2%, oui, c'est intéressant. 0,2%. Et vous voyez, en fait, quand moi j'ai un interchange de l'ordre de 2%, en fait, j'utilise cet interchange pour financer mon programme de cashback. C'est ça qui explique pourquoi il y a des programmes de cashback aussi généreux aux États-Unis et que ça n'existe pas en France. Et d'ailleurs, et après je laisserai Mathias et Marie poser leurs questions, et d'ailleurs, la réglementation d'Urbin explique pourquoi la plupart des programmes de fidélité, la plupart des programmes de cashback sur les cartes de débit aux États-Unis ont disparu parce qu'il n'y avait plus suffisamment de revenus pour payer ces programmes. On va prendre les questions. D'abord, Mathias. Oui, je voulais savoir comment était splittée la commission entre les différents acteurs. Est-ce qu'il y en a qui touchent plus que d'autres ou est-ce que c'est splitté de manière égale? Alors, donc il y a des choses. La seule chose qui est fixée par les réseaux et publiée, c'est l'interchange. Les autres éléments de prix sont des négociations tarifaires avec les différents acteurs. D'accord. Voilà. Mais donc je peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, les réseaux gagnent bien leur vie, hein, parce que si vous regardez aujourd'hui, Mastercard, ça vaut à peu près 350 milliards de dollars en bourse. Visa, ça vaut à peu près 450 ou 500 milliards de dollars. Pour rappel, je crois que la capitalisation boursière du Crédit Agricole, c'est de l'ordre de 35 milliards de dollars. Voilà. Donc, vous voyez sans les caisses régionales. Donc, vous voyez que ça, oui, alors, bien sûr. Mais bon, voilà, on a quand même un ordre de magnitude. Voilà, donc, c'est des acteurs qui gagnent bien leur vie. Les acquéreurs gagnent en général assez bien leur vie aussi. Voilà. Merci. Marie, peut-être? Merci. Oui, moi, ma question, c'était pour bien comprendre donc, le business model. En fait, en France, on dit que ça repose quand même beaucoup sur les cotisations payées pour les cartes, alors qu'aux US, ça reposerait beaucoup sur l'interchange qui est pratiqué sur les cartes de crédit. Oui, alors c'est une des fois, effectivement, où il y a des cotisations. Pourquoi il y a des cotisations en France? Parce qu'en France, on n'a pas beaucoup d'interchange. Et comme on fait des cartes de débit, on n'a pas d'intérêt sur les revenus, sur les paiements. Alors qu'aux États-Unis, on a des interchanges qui sont beaucoup plus élevés. Et en général, c'est une carte de crédit. Et donc, on a les revenus des intérêts sur les sommes empruntées. Benjamin, je crois que tu avais une question. Un petit clin d'œil à notre discussion. Oui, tout à fait. Tu as mentionné tout à l'heure certains pays où les interchanges étaient rabaissés à zéro. Sur ces géographies, est-ce qu'il y a des fintechs qui ont du coup développé des business models alternatifs qui fonctionnent? Parce que autant on a vu plein de startups se financer et arriver à une certaine taille uniquement sur l'interchange. Du coup, quand cette manne disparaît, qu'est-ce qui se passe? C'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas 36 millions de solutions. Hein. Il n'y a pas 36 millions de solutions. Soit on fait payer une cotisation carte. Et donc, dans ces pays où l'interchange est très faible, comme en France, les cartes sont payantes. Ou on réussit en fait à placer d'autres produits, c'est-à-dire du crédit ou d'autres produits. Et on considère que la carte n'est pas un produit rentable en lui-même, mais fait partie d'un bundle de services. Donc, la carte est un des éléments du service et on gagne de l'argent sur l'ensemble de la panoplie de services. C'est compliqué quand les taux descendent à zéro, du coup. C'est assez compliqué. C'est ce qui explique aussi pourquoi en Europe, il n'y a pas… aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des monoliners, c'est-à-dire des acteurs qui ne font que des cartes de crédit. Mais pourquoi ils font des cartes de crédit? Parce que, en fait, il y a des revenus qui sont suffisants pour avoir un business autonome. Parce qu'on a beaucoup d'interchanges, on a des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Hein. Donc, effectivement, Pascal, tout à l'heure, envoyé sur le chat que le taux d'intérêt était de l'ordre de 20%. C'est vrai, donc le taux d'intérêt peut être de 20%. Donc, on peut gagner bien sa vie avec, en tout cas, la partie des consommateurs qui font appel au crédit revolving sur la carte de crédit. Et donc, du coup, on peut avoir un vrai business autonome, qui tient la route. Ce qui explique pourquoi il y a ce qu'on appelle ces activités de monoliners qui font que de la carte de crédit. En Europe, c'est plus compliqué. Et donc, en général, il n'y a pas ces activités dites de monoliners.
sauf si vous avez des questions, je propose qu'on passe à la slide d'après. Alors, vous avez bien compris que Visa et Mastercard sont donc deux réseaux internationaux. Et ce slide, c'est pour expliquer que American Express, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, American Express est appelé système privatif ou système dit à 3 coins. Parce qu'en fait, American Express, il fait à la fois émetteur et acquéreur. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de réseau parce que c'est la poche gauche qui parle à la poche droite. Hein, donc, American Express, quand vous prenez une carte American Express, vous la prenez directement chez American Express. Quand un commerçant accepte American Express, il signe directement avec American Express. Donc, c'est un système qui est différent. Alors, c'est un système qui est bien sûr aussi répandu que Visa et Mastercard. Et souvent, on confond, mais la carte American Express fonctionne de manière différente. Il n'y a pas de notion d'interchange, puisque les deux fonctions émetteur et acquéreur sont faites directement par American Express. Et puis, je voudrais aussi parler des cartes, des autres cartes, parce que on a tendance, en fait, en France, quand on parle de carte, à immédiatement parler de la carte bancaire, c'est-à-dire la carte qui est distribuée par les banques et qui est affiliée soit au réseau Visa, soit au réseau Mastercard. Mais sachez qu'il y a un monde parallèle avec pratiquement autant de cartes que de cartes bancaires, qui sont les cartes distribuées par les commerçants. Donc, peut-être vous avez une carte Printemps, une carte Galeries Lafayette, une carte Auchan, une carte Carrefour. Voilà. Donc, sur la carte, alors c'est vrai que le portefeuille de produits s'est beaucoup enrichi, etc. Donc, ce que je dis n'est plus totalement vrai, mais quand vous allez chez Galeries Lafayette, par exemple, la carte, vous ne voyez pas le logo CB dessus, vous ne voyez pas le logo Visa ou Mastercard dessus, parce que en fait, c'est un système à 3 coins. Okay, vous pouvez l'utiliser que chez Galeries Lafayette. Il y a un seul établissement bancaire derrière cette carte. Et d'ailleurs, en fait, dans le groupe Crédit Agricole, nous avons Crédit Agricole Consumer Finance qui est l'émetteur de beaucoup de ces cartes. Okay. Et ces cartes, en effet, elles fonctionnent comme une carte de crédit à l'américaine. C'est-à-dire que vous avez une ligne de crédit, vous ne pouvez pas aller au-delà de la ligne de crédit, et à la fin du mois, on vous propose soit de tout payer, soit de payer en crédit revolving. Donc, pour répondre à la question qu'on m'avait posée tout à l'heure, il y a des cartes de crédit, et ce sont en général ces cartes de commerçants. Et derrière, ces cartes de commerçants, elles sont émises par des établissements bancaires, voilà, dont notamment Crédit Agricole Consumer Finance. Peut-être que justement, là, on est en train d'aller sur ces innovations. Tu peux peut-être nous parler de l'évolution un petit peu du secteur qui, à partir de ce point de départ, est en train de, je ne vais pas dire exploser, mais en tout cas de partir dans plein de voies différentes avec des grands mouvements de plaques tectoniques. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est un secteur qui est passionnant parce qu'il n'arrête pas de changer. Il y a des évolutions dans tous les sens. Et là, ce que je voulais partager avec vous, c'est 3 grands axes d'évolution. D'abord, on assiste à une consolidation assez rapide des acteurs historiques. Donc, les acteurs qui sont sur les paiements cartes, en fait, sont en train de chercher des effets d'échelle. Et on assiste donc à des très grosses fusions ou à des très gros rachats. Donc, par exemple, aux États-Unis, en 2019, il y a eu 2 grosses fusions entre les 2 acteurs qui s'appellent Fiserv et First Data, et puis de l'autre côté, Global Payments and TSYS. Donc, ce sont des très, très gros acteurs. Plus proche de nous, on a le rachat de Ingenico par Worldline qui a été effectué l'année dernière. Et puis, de manière encore plus récente, on a la fusion entre Nets et Nexi. Donc, Nexi, c'était un acteur italien à la base, avec une présence dans un certain nombre d'autres pays. Et Nets, c'est un acteur dans l'Europe nordique. Et donc, Nets et Nexi ont fusionné. Et entre Nets et Nexi deviennent maintenant, aujourd'hui, plus gros que Ingenico Worldline. Il est très probable que ce mouvement de consolidation va continuer
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des vrais effets d'échelle. Donc, on a d'un côté les acteurs historiques qui se consolident, qui cherchent en fait des synergies de coûts. De l'autre côté, et alors là, le Covid a considérablement, bien sûr, amplifié cette évolution, mais on a une perte énorme du e-commerce. Et le e-commerce, en fait, nécessite des systèmes un petit peu différents que les paiements cartes dans le monde physique. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont spécialisés sur les traitements des paiements e-commerce. Et ces acteurs croissent de manière extrêmement rapide et ils sont très fortement valorisés. Ils ont en fait un multiple de valorisation qui est plus élevé que les acteurs historiques. Et les acteurs historiques sont en général plus orientés sur le traitement des transactions dans le monde physique qu'ils ne le sont dans le monde Internet. Donc, le plus ancien, entre guillemets, c'est PayPal, hein, mais qui continue à croître de manière extrêmement importante. Et donc là, je vous ai donné quelques idées d'ordre de grandeur. PayPal, aujourd'hui, sa capitalisation boursière est presque de 300 milliards de dollars. Vous avez un acteur aujourd'hui qui a aussi fait une percée extraordinaire qui est Stripe. Alors, Stripe, aujourd'hui, est encore privé au sens où il n'est pas encore introduit en bourse. Et on dit que sa valorisation est de l'ordre déjà de 100 milliards de dollars. Et puis après, on a le champion européen, qui est Adyen, qui a moins de 10 ans d'existence, hein, qui est un acteur néerlandais qui a été introduit en bourse, je crois, il y a 2-3 ans, et qui vaut d'ores et déjà 65 milliards de dollars. Donc, Stripe, c'est extraordinaire. Hein. Stripe, c'est 12 ans et c'est un acteur mondial aujourd'hui. Donc, et dans les Français, tu as cité Worldline tout à l'heure, hein, et je crois qu'on peut être très fier d'acteurs comme ça, mais c'est 20-21 milliards de capitalisation. Donc, on voit bien un décrochage par rapport à ceux qui ont réussi à avoir une taille mondiale, tout en ayant quand même un champion en France. Oui. Alors, au-delà donc de ces évolutions de marché, il y a aussi énormément d'évolutions en termes de technologie. Donc, par exemple, sur la carte, alors, donc c'est maintenant, ça a quelques années, hein, puisque ça a été introduit il y a à peu près 5-6 ans. Il y a le paiement mobile, hein, comme par exemple Apple Pay, Google Pay, etc., qui a considérablement augmenté avec le Covid. On a le sans contact, qui a lui aussi, parce qu'il a été considéré comme étant un geste barrière, a énormément augmenté, au point aujourd'hui, ça a dépassé 50% des paiements. Et donc, CF, ce dont on parlait au tout début, c'est normal parce que vous vous rappelez que le paiement sans contact a été introduit avec une limite de 30 €. Donc, 30 €, c'était encore assez restrictif. Mais ça a été augmenté à 50 €. Et avec 50 €, on peut traiter quand même la très grande majorité des transactions cartes, puisque vous vous rappelez que le montant moyen d'une transaction carte est de l'ordre de 40 €. Donc, le sans contact a énormément cru et va certainement continuer à croître et va certainement manger sur les espèces. Et puis, dernière grande innovation. Alors, donc ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a plein d'autres choses qui se passent, mais voilà, on voulait mettre un accent particulier sur ces 3 sujets. Il y a ce concept de soft POS. Donc, avec Apple Pay, on a transformé un téléphone mobile en carte plastique. Et en fait, on peut faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire pour le commerçant, on peut transformer un téléphone mobile ou une tablette en terminal de paiement. Alors, donc ça, c'est plus récent, mais il y a des spécifications internationales depuis à peu près 1 an et demi. Et donc, il y a déjà une quinzaine d'acteurs au niveau mondial qui proposent donc, ces solutions dites de soft POS. Donc, il n'est pas improbable que dans un futur proche, vous alliez payer et le commerçant, en fait, au lieu de sortir le traditionnel terminal de paiement, il va vous présenter son téléphone mobile et vous allez soit payer en sans contact avec votre carte plastique, soit payer sans contact avec votre téléphone mobile. Donc ça, c'est sur la carte. Sur le virement est aussi en train de connaître beaucoup d'évolutions. D'abord, il y a l'apparition depuis quelques années du virement instantané. Donc, vous savez qu'anciennement, quand on faisait un virement, eh bien, les fonds mettaient 24 à 48 heures pour arriver à destination.
Or, depuis à peu près 2-3 ans, il y a cette option virement instantané, donc qui est disponible maintenant dans la plupart des banques, où le virement vraiment est instantané, il arrive tout de suite. Hein. C'est-à-dire que la transaction doit être effectuée en moins de 10 secondes. Deuxième grande évolution, donc c'est dans la mouvance de l'open banking, de la réglementation PSD2, c'est l'initiation de paiement par des tiers, c'est-à-dire l'initiation de virement par des tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, pour demander un virement, je dois aller voir ma banque. Je dois me connecter sur l'application mobile du Crédit Agricole pour initier un virement à partir de mon compte Crédit Agricole. Avec la réglementation PSD2, en fait, je vais pouvoir utiliser un tiers, donc une autre société, un opérateur télécom, quelqu'un d'autre, à qui j'ai confié en fait cette fonction et que j'ai autorisé à demander au Crédit Agricole d'initier en fait le virement. Donc ça, c'est une très grosse nouveauté qui va aussi bien sûr permettre beaucoup de services innovants. Voilà, donc ça fait partie du choc réglementaire que décrivait Laurent. Donc ça, c'est une possibilité qui a été ouverte avec la réglementation DSP2. Et puis, un dernier sujet, c'est le request to pay. Alors, le request to pay, c'est un standard européen et assez récent qui vient d'être publié et qui va être mis en œuvre là, tout de suite, enfin, vraiment dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et en fait, le principe, c'est envoyer un message à celui qui va payer avec, en fait, tout un tas d'informations qui vont faciliter le virement. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez acheté un service auprès d'un plombier. Bon. Traditionnellement, le plombier, il vous envoie sa facture. Et si vous souhaitiez le payer par virement, il faudrait que manuellement, sur l'interface de la banque, vous saisissiez l'IBAN, le montant, la référence de la facture, etc. Ce qui est à la fois très fastidieux et évidemment source d'erreur, puisque tout ça, c'est des saisies manuelles. Okay. Eh bien, demain, le plombier, avec sa facture, pourrait vous envoyer en fait un request to pay. Et le request to pay, en fait, c'est un message qui contient déjà toutes ces informations, qui contient en fait les coordonnées bancaires du plombier, le montant de la facture, des informations sur les références, etc. Voilà. Et du coup, avec ce système, ce sera beaucoup plus simple pour un consommateur de demander un paiement avec en fait l'ensemble de ces informations qui sont déjà pré-programmées dans le paiement. Voilà. Donc, c'est un nouvel ensemble de services qui a été standardisé et qui viendra donc faciliter l'initiation de virement. J'ai une question. Oui, merci. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser l'initiation de paiement ou du request to pay pour finalement se passer de la carte bancaire et du coup éviter les frais qui sont liés au réseau? Et est-ce que ça peut représenter une menace assez forte pour des acteurs comme Visa, Mastercard, etc.? Alors, oui, potentiellement. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui adoreraient faire basculer un certain nombre de transactions de cartes vers des transactions de type virement. Alors, qui normalement sont les bénéficiaires et qui normalement devraient être les perdants s'il y avait cette bascule? Les bénéficiaires, normalement, ce seraient les commerçants, parce que les commerçants, potentiellement, pourraient payer des commissions sur les paiements plus faibles. Les perdants, ça pourrait être effectivement les grands réseaux type Mastercard, Visa, mais ça pourrait être aussi les banques émetteurs, parce que les banques émetteurs, même si l'interchange est très faible, c'est quand même ça. Ça permet quand même d'avoir des cotisations cartes, alors que les virements, eh bien, en fait, ils ne sont pas payants, en fait, les virements. Donc, c'est une situation un petit peu compliquée où, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir tant de substitutions que ça entre la carte bancaire et les virements.
Et les business models sur les virements ne sont pas encore tout à fait stables. Et puis par ailleurs, de toute façon, les grands réseaux, ils sont aussi en train de faire des investissements dans les systèmes de virement. Merci. C'est une belle transition d'ailleurs, cette concurrence, cette possibilité de concurrencer les grands réseaux Mastercard et Visa à ton dernier point. Exactement, merci Laurent. Et donc, nous, en Europe, nous étions dans une situation, enfin nous sommes toujours d'ailleurs dans une situation un peu particulière au sens où nous avons des réseaux domestiques, donc la France, l'Italie, tout ça, qui traitent les réseaux, enfin les transactions domestiques. Et puis, dès lors qu'on faisait une transaction entre deux pays européens, ben, en fait, on passait par les réseaux américains Visa, Mastercard. Nous sommes aujourd'hui quasiment la seule grande région dans le monde où on n'a pas en fait un réseau régional. Donc, l'Inde a son propre réseau régional, la Chine a son propre réseau domestique. Alors, bon, la Chine, c'est un continent, hein, donc le Japon a son propre réseau. Voilà. Et donc, ça fait déjà plusieurs fois que les banques européennes essayent de lancer un réseau européen. Et là, il semblerait que c'est en train d'arriver, puisque les banques européennes se sont mises ensemble pour créer le pays, qui est donc le futur réseau européen domestique, mais domestique pas juste à l'échelle nationale, vraiment à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc, j'espère qu'avec cette présentation, vous avez un bon tour du monde des paiements cartes, des différents acteurs, des modèles économiques. Et donc, je serais ravi de répondre aux questions que vous pourriez avoir. On serait assez intéressé par ton expérience qui capitalise justement sur cet univers-là, de voir le lien que tu fais sur une expérience comme Ditto, qui était Ditto, la banque as a service, capitalise beaucoup sur ce circuit de paiement que tu nous as décrit. Quel regard tu portes sur cet univers et peut-être sur ton expérience? Oui, alors je te remercie beaucoup. En fait, je pense que individuellement, un acteur a assez peu d'influence sur la façon dont ces systèmes de paiement fonctionnent. Donc, on ne peut qu'utiliser les règles telles qu'elles existent aujourd'hui. Hein. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans l'offre de banque en marque blanche, nous avions prévu d'être émetteur de cartes qui ensuite auraient été distribuées par des fintechs. Voilà. Puisque pour être émetteur de cartes, il faut être acteur réglementé. Alors, il suffit d'être un établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique pour émettre des cartes de débit ou des cartes prépayées. Par contre, il faut être établissement bancaire de plein exercice pour pouvoir émettre des cartes de crédit ou des cartes de débit différées. Et je suis d'accord avec toi, Laurent, le request to pay n'est pas encore opérationnel. C'est-à-dire que le standard a été publié, mais la mise en œuvre opérationnelle n'est pas encore disponible. Pascal? Oui, Monkey, on discute là du futur, la monnaie virtuelle ou la monnaie de Facebook, Libra, et toutes ces initiatives. C'est quoi ta vision de ça par rapport à l'impact que ça va exister ou qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur avec son utilisation? Ah là là, ça c'est un champ extrêmement intéressant. En fait, les cryptos, c'est un monde vraiment fascinant parce que tout le monde financier aujourd'hui, il repose sur les monnaies des banques centrales qui sont ensuite, entre guillemets, diffusées par les banques commerciales. Donc, on est dans le monde de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire que la monnaie, en fait, elle existe dans les comptes des banques et ensuite, in fine, dans les comptes de la banque centrale. Okay. Avec les cryptos, on se retrouve en fait avec de la monnaie qui existe ailleurs, qui
qui existent uniquement dans des réseaux d'ordinateurs, mais qui ne sont pas ni dans les comptes de banques commerciales régulées, ni, in fine, dans les banques centrales. Voilà, donc, il y a une espèce de nouveau monde qui a émergé. C'est comme, en fait, dans une certaine mesure, de l'or dématérialisé. C'est-à-dire que, voilà, d'ailleurs, il y a des termes qui sont les mêmes. On mine, là, on a des pièces, enfin, on a des bitcoins, donc des coins, des pièces. Voilà, donc c'est un monde absolument fascinant. Donc, on a les crypto-monnaies, donc en particulier Bitcoin, et puis un certain nombre d'autres de ces systèmes. Et puis aujourd'hui, on a aussi deux grosses évolutions. On a effectivement des monnaies, entre guillemets, privées qui pourraient être émises, mais qui seraient en général plutôt assises sur des paniers d'autres monnaies. Donc ça, c'est par exemple la façon dont le projet de Facebook, le projet Libra, est en train de se structurer. Mais il y a aussi en fait pas mal de travaux sur l'émission par les banques centrales directement de crypto-monnaies. Par exemple, la Chine, apparemment, serait sur le point d'émettre sa propre crypto-monnaie. Alors, pourquoi une crypto-monnaie, ça pourrait être intéressant? Parce qu'à la fin de la journée, quand même, la banque centrale, elle émet déjà de la monnaie. En fait, ça pourrait être intéressant parce que dans les protocoles techniques de la crypto-monnaie, on peut venir rajouter en fait, un certain nombre de règles d'utilisation. En fait, c'est comme si l'argent devenait programmable. Voilà. Donc, avec ça, en fait, on pourrait imaginer tout un tas d'autres services. Donc, par exemple, aujourd'hui, un des sujets qu'on a, c'est que s'il y a 100 €, tu peux dépenser 100 € comme tu veux. Mais peut-être, dans un certain nombre de cas, les 100 €, tu pourrais les dépenser que dans telles conditions, que chez certains commerçants, parce que ça correspond, par exemple, à des subventions, etc. Donc, rajouter des règles de gestion sur la monnaie, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc, il y a effectivement tout un tas d'innovations qui peuvent arriver avec les cryptos. Très intéressant, merci. Benjamin? Oui, j'avais une petite question. Tu as mentionné les diverses ambitions en Europe de créer des réseaux au moins zone euro, tu vois. Il y a une initiative, si je ne m'abuse, qui s'appelle TIPS. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Target Instant Payment Settlement. Est-ce que tu pourrais recontextualiser ce qu'est cette initiative par rapport à justement les autres réseaux de settlement qu'on a évoqués? Alors, là, je pense que je vais répondre à ta question, mais pour bien comprendre, en fait, dans un système de paiement, on a grosso modo deux grandes fonctions. On a une fonction technique qui est comment est-ce qu'on fait pour connecter, grosso modo, la banque du payeur avec la banque du payé. Parce qu'en général, ces deux banques, elles ne sont pas pareilles, ce n'est pas les mêmes. Si c'est la même banque, c'est facile. La banque, elle écrit moins d'un côté, elle écrit plus de l'autre côté. Voilà. Mais en général, ce n'est pas le cas. Donc, on a la banque du payé et la banque du payeur. Et donc, il doit y avoir un certain nombre de messages qui doivent être véhiculés entre les deux banques pour se dire, voilà, moi, je t'envoie de l'argent. L'autre, elle dit, ouais, j'ai bien reçu l'argent, je le crédite. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de messages pour permettre de véhiculer, pour permettre de faire cette transaction entre la banque du payé et la banque du payeur. Okay. Et donc, ça, c'est le rôle de TIPS pour les paiements instantanés. Donc, TIPS a été mis en place pour pouvoir faire ces échanges de messages sur les paiements instantanés, les virements instantanés. Mais malheureusement, le système technique, ce n'est pas suffisant. Parce qu'au-dessus du système technique, on a besoin de ce qu'on appelle un scheme, un schéma, c'est-à-dire un certain nombre de règles de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple? C'est, en cas de fraude, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si le payeur, il a perdu, son compte a été hacké, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la transaction est toujours valable, pas valable, etc. Okay. S'il y a une contestation entre l'acheteur et le vendeur, est-ce que ça a un impact sur le paiement? Donc, il faut un certain nombre de règles de gestion. En cas d'erreur, comment ça se passe entre la banque du payeur et la banque du payé? Donc, il y a besoin d'un certain nombre de règles de gestion.
Et puis, même au-delà des règles de gestion, il y a besoin en fait d'avoir une marque. Parce que moi, si je suis consommateur, comment est-ce que je sais que le commerçant en face, il va accepter mon moyen de paiement? Voilà. Et donc, Tips fournit effectivement une infrastructure technique, mais aujourd'hui ne fournit pas en fait ces règles de gestion. Et donc, on peut penser que le pays potentiellement va fournir ces règles de gestion au niveau européen. Alors, il n'y a pas aujourd'hui en France… On s'entende sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'on arrive à… Je vais te donner des exemples parce qu'on n'a pas aujourd'hui en France un exemple de ce type-là, mais si on va aux Pays-Bas, il y a un système qui s'appelle Ideal, qui est un système fondé sur les virements, avec une marque, avec des règles de gestion, qui est très fortement utilisé pour le e-commerce et qui fonctionne très bien. Aux Grande-Bretagne, il y a un schéma qui s'appelle Pay with Bank, qui est assis sur l'infrastructure paiement instantané qui s'appelle Fast Payment. Voilà. Et donc, c'est aussi les règles de gestion. Nous, aujourd'hui, en France, nous n'avons pas ça. On n'a pas aujourd'hui des règles de gestion avec une marque, des règles, etc., pour faire en sorte que les virements soient utilisés chez plein de commerçants. Donc, on fait des virements ponctuels, par exemple pour payer son loyer ou pour qu'un employeur paye ses salariés, mais on n'a pas de système comme Ideal. On peut se dire que le pays va certainement faire des choses comme ça. On a une question, un revenant, Mathias. J'aurais certainement dû poser ma question au tout début, mais est-ce qu'on observe une évolution des usages qui amènerait à une disparition du cash? Évolution des usages et éventuellement aussi évolution d'orientation politique. C'est une excellente question. Donc, l'utilisation du cash pour faire les paiements a plutôt tendance à diminuer. Et donc, année après année, l'utilisation du cash diminue, particulièrement pour les petits paiements avec les paiements sans contact. Donc, aujourd'hui en Europe, la région de l'Europe qui est la plus avancée dans cette évolution, c'est les pays du Nord. Donc, il y a certains pays, d'ailleurs, dans certains pays du Nord, il y a des commerçants qui maintenant refusent les espèces. Alors, après, peut-être qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que ça crée quand même un certain nombre de sujets, parce qu'une dématérialisation complète de la monnaie, quand même, la monnaie physique, ça permet quand même une certaine matérialisation de la monnaie. Voilà. Et donc on voit maintenant des commentateurs, des articles dans les pays du Nord qui disent, bon, ok, bien sûr, les espèces, ça marche moins bien, ça a des coûts, etc. Mais quand même, il faudrait peut-être en garder un minimum, quoi. La Suède a fait une loi pour le supprimer et les politiques ont dû revenir sur leur décision initiale sur ce sujet. Ouais. Il y a aussi un vrai sujet de liberté individuelle et de vie privée. Aussi. Il y a l'utilisation du cash. Aussi. Ça reste le seul moyen de paiement anonyme. Vraiment anonyme. C'est vrai. Et du coup, concrètement, en termes d'orientation politique, vision européenne, etc., pour l'instant, il n'y a pas de cap, de chemin vers une société sans cash. Ce n'est pas encore posé. Écoute, moi, mon impression personnelle, c'est que les autorités et le monde bancaire ont plutôt envie d'encourager les gens à utiliser de moins en moins les espèces. Parce que les espèces ont des coûts de traitement, la gestion des distributeurs automatiques de billets, les trafics, etc. Voilà. Bon. Donc, c'est plutôt vers ça qu'on veut. Après, je vois pas beaucoup de gens qui disent disparition totale des espèces. Tu as un vrai sujet d'inclusion et d'exclusion sociale derrière, qui rend le sujet politiquement compliqué. Donc, augmentation de la proportion des paiements électroniques, mais peut-être pas jusqu'à la disparition totale des espèces. Puis cette disparition totale pourrait être aussi un
un incitateur vers l'utilisation de crypto qui n'est pas forcément non plus souhaité politiquement. Bah, sauf si on va vers les cryptos qui sont émises par les banques centrales. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, c'est plus anonyme, donc c'est plus le sujet. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions. Je suis très content. Je recevais aujourd'hui Monkey-Vous avec nous et donc on pourra te réentendre prochainement dans cette vidéo. Et puis on aura le compte-rendu de Marie Petit aussi pour partager pour ceux qui préfèrent l'écrit. Merci Marie. Merci à tout le monde, merci à toi. Merci beaucoup à tous et très très bonne journée.